Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance. Bonjour et bon retour ici où on soigne le travail et pas les gens. Je dis bon retour parce que vous l'avez vu, j'ai été absent très longtemps. Une charge de travail relativement lourde et une mission à 10 heures d'avion ont un petit peu bousculé mon agenda. Alors pour me faire pardonner, aujourd'hui, on ouvre un gros dossier. On risque de le survoler un peu parce que c'est un dossier un peu complexe, mais qui permet de comprendre pourquoi certaines équipes tournent encore, malgré la casse, malgré les réorganisations, malgré les promesses de l'organisation qui s'effritent, et pourquoi d'autres équipes, au contraire, s'effondrent, alors que sur le papier, tout a l'air nickel. Pour rentrer dans le sujet, une simple et petite illustration. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? On nous avait dit que le télétravail, c'était un confort pour nous, et que ça ne changerait rien à notre charge. En vrai, j'ai l'impression qu'il faut être joignable tout le temps, il n'y a plus de limite. Pour creuser ce que cette phrase veut dire, on va parler du contrat psychologique. Les promesses implicites, les obligations non écrites qui organisent le lien entre un individu, un collectif et son organisation. Pourquoi ce concept de contrat psychologique est-il, de mon point de vue, si passionnant ? On voit bien que le monde du travail vit tout un tas de mutations très profondes. Réorganisation permanente, télétravail plus ou moins subi, brouillage des frontières entre la vie pro et la vie personnelle, on appelle ça le blurring, l'ubérisation, le management algorithmique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et puis toutes ces ruptures dans les carrières qui font que, comme on dit aujourd'hui, on ne fait plus sa carrière chez un seul et unique employeur. Et face à ce paysage, certains, notamment dans la sphère RH, pourraient être tentés de sortir leur grille d'analyse habituelle. Des exemples, on pourrait s'entendre dire les collaborateurs manquent de résilience. Il faut travailler l'engagement. Il faut améliorer la communication interne. Le problème, c'est que tous ces gens-là, ils résistent au changement. Allez, j'oubliais ma préférée. Les salariés attendent qu'on leur redonne du sens. Bingo! On connaît la chanson. On a un point d'accord avec ceux qui tiennent ce genre de discours, c'est que tous les changements que j'évoquais, comme d'autres petites choses du quotidien, ça a des effets sur la vie au travail. Mais nous, on va prendre un autre angle. On va se demander, est-ce que quelque chose se serait cassé ou serait en train de se casser ? Est-ce qu'un équilibre a été rompu ? Est-ce qu'un contrat, implicite, fragile, personnel, a été déséquilibré au point de ne plus tenir ? Parce que c'est ça le cœur du contrat psychologique. Un équilibre à trouver entre ce que les salariés pensent devoir donner et ce qu'ils pensent recevoir. Et mauvaise nouvelle, ce n'est qu'une affaire de perception. Quand cet équilibre est rompu, alors on entre dans ce que Denise Rousseau appelle, depuis la fin des années 80, une rupture du contrat psychologique. Pour bien saisir la notion de contrat psychologique, il faut garder en tête une idée fondamentale. Les salariés ne donnent jamais uniquement ce qui est écrit. Jamais, dans aucun métier, à aucun niveau de qualification, dans aucune organisation. Et ça, c'est pas une opinion, c'est un fait établi par 70 ans de sciences du travail, par l'ergonomie de Ivar Odone, la clinique de l'activité de Yves Clos, la psychodynamique de Christophe Dejour, toute la sociologie du travail et en particulier la sociologie clinique de Vincent de Goljac, qui était venu nous en parler ici. Et donc, on est là dans un univers prescriptif, comme vous le dites très justement, qui, plus il prescrit, plus il s'éloigne du terrain, même s'il met en place des évaluations, évidemment, très, très précises et très formelles et très scientifiques pour pouvoir évaluer les effets
hein, de ses prescriptions, etc. Et qui s'est éloigné du travail réel, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain pour faire le job, quoi. Pour que l'activité tienne, les salariés mobilisent ce qu'on appelle une contribution excédentaire. C'est tout ce que les gens donnent en plus, sans que ce soit écrit, sans que ce soit contractualisé ou même parfois reconnu. Ils compensent les bugs, ils anticipent les besoins, ils réparent les erreurs, ils protègent les usagers, les clients, les collègues, ils rédigent ce que la procédure a oublié, ils font un travail émotionnel que personne ne voit, notamment dans les métiers du soin. Ils cachent la misère quand l'organisation dysfonctionne. Ils soutiennent l'équipe quand ça déborde, etc., etc. C'est ça, le véritable moteur de la coopération et du service rendu. Des choses que l'on fait en plus. Je ne vais pas développer ce point, mais vous pouvez voir la contribution excédentaire comme un don, qui appelle un contre-don. Et on sait depuis au moins Marcel Mauss que c'est ce qui fait tenir une société ou un collectif. Donner, recevoir et rendre, les 3 termes d'une équation de la réciprocité. Il n'y a pas un seul acte qui, pour avoir été accompli, ne requiert quelques réponses. Les dons ne sont jamais gratuits, ce sont des échanges toujours et partout. Donner oblige, mais recevoir oblige plus encore. Marcel Mauss, Essai sur le don, 1925. Cette réciprocité dans la relation de travail n'a pas toujours été perçue de la même manière. Dans les années 60, Chris Argyris et Harold Levinson, des Américains, ne parlent pas encore du contrat psychologique comme étant une affaire individuelle logée dans la tête de chaque salarié. Eux, ils décrivent un contrat collectif, tacite, fondé sur un équilibre moral entre employeur et employé. On est alors dans une logique très concrète, presque un pacte de non-agression finalement. L'organisation s'engage de fait à offrir une certaine sécurité, une progression de carrière, un traitement relativement équitable, et en échange, les salariés s'engagent à faire tourner la boutique, à rester loyaux, à ne pas saboter le système même si tout n'est pas parfait. Ce contrat n'est écrit nulle part, mais tout le monde sait qu'il existe. Il règle par exemple des choses comme on ne vous vire pas du jour au lendemain si vous faites votre boulot, et en contrepartie, on ne bloque pas toute la production pour un petit détail. Et c'est seulement plus tard, avec Denise Rousseau, qu'on passera à une conception beaucoup plus cognitive et surtout individuelle du contrat psychologique. On va aller directement à l'un des développements les plus récents de la théorie de Denise Rousseau. Je m'inspire d'un papier qu'elle a sorti en 2018 à propos du DPM, le Dynamic Phase Model. Et ce DPM, ce modèle dynamique du contrat psychologique, il a un grand mérite, c'est qu'il arrête de traiter le contrat psychologique comme une photo, et il le traite comme un film. Le contrat psychologique n'est pas un état figé, c'est pas soit il existe, soit il est rompu, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça passe par différents moments. Je vais tenter d'illustrer le contrat psychologique dans cette vision à travers l'histoire de Jérémy. Jérémy, c'est un jeune psychologue du travail, idéaliste, un peu inquiet, mais sacrément motivé. Il postule dans un cabinet de conseil auprès des DRH spécialisé en conditions de travail. Et comme beaucoup de jeunes psychos du travail, il se dit « Je vais enfin pouvoir faire ce boulot qui a tellement de sens et qui est tellement utile aujourd'hui. » Le contrat psychologique de Jérémy, il se forme avant même le premier jour. Il se forme dans sa tête dans des schémas préexistants. Par exemple, il se dit « Le métier de psychologue du travail, ça doit être utile socialement. » Il se dit aussi « L'éthique du métier protège du bullshit managérial. » Il pense enfin que les cabinets spécialisés en conditions de travail sont engagés pour améliorer concrètement les conditions de travail des gens. Tout ça, ce sont des croyances héritées de ses études, de ses stages, des récits de ses formateurs ou des pairs PAIRS qu'il a pu rencontrer tout au long de sa formation. Ça vient aussi un peu de ses lectures, et puis peut-être qu'il écoute des podcasts. Arrive l'entretien de recrutement. Son futur manager lui dit « Ici, on accompagne vraiment les nouveaux, tu seras jamais seul. »
Une phrase simple, hein, mais dans la tête de Jérémie, c'est une promesse. Il l'encode comme telle. C'est devenu un nouvel élément contractuel qui s'ajoute au schéma préexistant, même si rien n'avait été formalisé. Ensuite, le premier jour. Vous la connaissez, hein, cette journée, il faut trouver un badge, l'ordinateur est trop lent, les gens vous font des sourires un peu gênés, vous proposent un café tiède, voilà, et puis on découvre les collègues. Et là, Jérémie, il va recevoir un autre type de message. Tu verras, l'accompagnement, c'est joli sur le papier. En vrai, on apprend sur le tas, et parfois, on se débrouille. Ça, ce ne sont pas des promesses en tant que telles, mais ce sont des signaux. Et pour Denise Rousseau, un signal ambigu compte autant qu'une promesse claire. Il influence le schéma cognitif de l'individu. Et là, va naître chez Jérémie une première contradiction un peu fondatrice. Il y a le discours officiel et il y a le discours des pairs. Il y a la promesse explicite et puis il y a les promesses officieuses. À peine une semaine plus tard, son tuteur devait appeler Jérémie. Il n'appelle pas. 2 jours passent, toujours rien. Puis une excuse, un report, et puis écoute, Jérémie, on verra la semaine prochaine. Pour le modèle dynamique de Denise Rousseau, la vitesse d'exécution du contrat a un poids énorme. Une promesse tenue rapidement rassure, une promesse tenue tardivement fragilise, une promesse constamment repoussée érode la confiance. Et donc, dans ce début d'expérience professionnelle qu'a Jérémie au sein de ce cabinet, il va former un contrat psychologique au rythme des silences et des promesses plus explicites. Son contrat commence à contenir différents termes, ce qu'il perçoit comme des attentes de l'organisation envers lui, et d'autre part ce qu'il se représente comme ses propres attentes légitimes vis-à-vis de l'organisation. C'est la phase de création dans le modèle dynamique. Cette phase de création est plus ou moins longue. Après quelques semaines ou quelques mois, les choses se stabilisent. Jérémie comprend comment ça marche. Il a intégré un schéma cognitif cohérent. L'attente du management lui semble claire. Tu dois te débrouiller. Mais dans un contrat, toute attente a une contrepartie. Alors Jérémie se construit une contrepartie. Il se dit, au moins, je peux exercer mon métier comme je l'entends, et on me délègue des interventions, donc je suis considéré comme un professionnel. Et ça, c'est cool, ça correspond à une attente que Jérémie avait, un métier avec du sens. Le point important, c'est de comprendre qu'il y a un équilibre qui se construit entre les attentes de Jérémie et les attentes qu'il perçoit de l'organisation. Et ça devient un schéma qui va être à partir de maintenant son filtre d'interprétation. Tout passe désormais à travers ce filtre. C'est ça la dimension cognitive du contrat psychologique, et cette dimension cognitive, c'est l'apport principal de Denise Rousseau. Dit cognitif, dit biais, et donc Jérémie va aussi développer des biais, comme tout le monde. Le biais de faux consensus. Il pense que les autres consultants ressentent la même chose que lui. C'est pas forcément vrai, hein. Le biais d'optimisme. Il va s'accrocher à l'idée que tout ça va se réguler avec le temps. Et surtout, Jérémie va développer, comme tout le monde, le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va remarquer surtout les situations qui confirment ses croyances et valident son schéma mental de contrat psychologique, et peut-être avoir tendance à négliger les autres événements et les autres informations qui ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et sa vision des choses va se stabiliser. Les biais cognitifs, c'est pas des pathologies, hein, ce sont des mécanismes humains. On en a parlé dans l'épisode 16, je vous y renvoie. Toujours est-il qu'il stabilise le contrat psychologique et pendant plusieurs mois, ça tient. Jérémie travaille, se débrouille, apprend vite. Il s'investit. Il est dans la phase de maintenance. Une phase qui peut durer toute la vie, ou pas, parce qu'il peut y avoir une rupture du contrat. Et un jour, justement, le cabinet décroche une grosse mission. C'est urgent, c'est un client stratégique. La DRH de ce client veut former tous les managers à la courbe du deuil. Cette pseudo-science ésotérique dont on a parlé dès l'épisode 1.
Le manager de Jérémy vient le voir et lui dit « Jérémy, c'est à toi de jouer. Tu y vas demain matin, tout seul. Tu vas gérer. Si t'as pas de support, t'as qu'à regarder sur Wikipédia, y a l'essentiel. » Dans la tête de Jérémy, il se passe quelque chose de violent et de précis. C'est pas juste de la colère. C'est pas juste un sentiment d'injustice. C'est un écart, un décalage net entre la promesse perçue, tu viens chez nous pour faire ton métier et on va t'aider, et l'expérience réelle, tu pars demain matin, tout seul, décliner du bullshit chez un client stratégique. Quelques jours plus tard, Jérémy revient au cabinet. Bon, ça s'est pas mal passé, ça s'est pas bien passé non plus. Il a flotté, il a improvisé, il a compensé. Il a bricolé des arguments face à des critiques parfaitement légitimes et, cerise sur le gâteau, 2 personnes dans la salle écoutaient déjà le psy du travail. Je ne sais pas si vous connaissez ce moment, mais il a une texture un peu particulière. Ce moment où on sait qu'on a fait ce qu'on a pu, mais qu'on a été mis dans une situation impossible et qu'on espère juste qu'on va nous le reconnaître. Un simple « on t'a envoyé au casse-pipe, on aurait dû t'accompagner, ça aurait pas dû se passer comme ça, il faut qu'on en parle ». Mais non, le manager de Jérémy passera dans l'open space, en mode léger. « Good job Jérém, t'es un as, t'as géré. Le métier rentre, ça le fait. Pouce en l'air. » Et voilà, c'est fini. La fenêtre de réparation est fermée. Ce que le cabinet vient de rater, c'est pas un feedback, c'est pas une séance de débrief, c'est ce moment clé du modèle dynamique où l'organisation peut réparer la brèche dans le contrat. Un contrat psychologique, c'est pas seulement tu m'as promis X et tu fais Y. C'est aussi est-ce que tu me reconnais dans ce que je vis quand je fais mon métier? Est-ce que tu reconnais ce que ça me coûte de maintenir la qualité? Et là, pour Jérémy, la réponse est clairement non. On passe de la brèche à la violation. Cette phase de violation dans le contrat psychologique et dans le modèle dynamique de Rousseau est quelque chose que les psychologues du travail rencontrent très souvent sur le terrain, mais qui ne sont pas toujours outillés pour prendre en charge. Jérémy, il se met en mode de protection. Il sabote rien, il devient pas hostile, il claque pas la porte. Il fait ce que font tous les professionnels quand la réciprocité est rompue. Il ajuste sa contribution. Après une violation du contrat psychologique, plusieurs issues sont possibles. Là, Jérémy, il rentre dans la phase de conservation. Il continue à faire son travail, mais il retire une partie de ce plus moral et invisible qui permettait au système de tenir. Cette contribution excédentaire que j'évoquais tout à l'heure. La phase de conservation, c'est maintenir son métier malgré le cabinet, dans le cas de Jérémy, malgré l'organisation, et pas avec elle. À l'école, on sait bien que l'institution ne tient plus ses promesses. Mais entre nous, on se transmet encore l'idée qu'on est là pour faire grandir les élèves, pas remplir des tableaux Excel. On s'accroche à ça. Pendant des années, j'ai mis des seaux sous toutes les fuites. Mais à force de ne jamais rien avoir en retour, j'ai arrêté d'en faire plus. Je fais mon boulot, point. Officiellement, je dois traiter 10 dossiers par jour. En vrai, pour que le service tourne, j'en fais 12. Personne ne me l'a demandé, mais si je ne le fais pas, tout bloque. Tant qu'on m'embête pas si mes indicateurs se dégradent, je dirais que ça tient. Face à ce Jérémy en phase de conservation, le manager va constater que, il est un peu moins enthousiaste, il est un peu moins proactif. Oh, il commence à être un petit peu à cheval sur la qualité. Et peut-être qu'un jour il se dira « Jérémy, il manque un peu d'engagement, non ?» Voilà ce qu'il dira sans voir que l'engagement est bien là. Simplement, il n'est plus dirigé vers l'organisation, il est dirigé vers autre chose. Dans l'exemple de Jérémy, vers son métier, ses collègues, vers son éthique professionnelle, vers la qualité du travail, mais ça peut être vers d'autres choses encore. À travers l'histoire de Jérémy, j'ai voulu montrer un certain nombre de choses. Premièrement, les brèches les plus profondes, elles ne sont pas émotionnelles, elles sont professionnelles. Elles touchent le métier, la qualité, le sens. Deuxièmement, on ne répare jamais une brèche dans le contrat psychologique sans reparler du travail réel. Le feedback, le « bien joué Jérémy », la posture managériale cool ou de leader authentique ne compense jamais une blessure éthique.
Troisièmement, quand on ne répare pas le contrat psychologique, les salariés réorientent leur loyauté vers ce qui peut maintenir une réciprocité. Et s'ils ne trouvent rien en interne, ils iront le chercher ailleurs. Il y a aussi quelque chose que l'on peut commencer à questionner avec l'histoire de Jérémy, c'est que la littérature dominante sur le contrat psychologique, elle est très individualiste. J'ai fait une revue de littérature, j'ai 80 publis. Quand je les lis, je me rends compte que ce contrat est uniquement, pour les auteurs, une affaire de perception personnelle. Mais moi, je soutiens que les terrains disent l'inverse. Ma théorie, c'est qu'il existe des contrats psychologiques transpersonnels. Alors le mot peut faire un peu peur, C'est l'idée que les contrats psychologiques peuvent être hérités d'un métier, d'une institution, d'une mémoire de collectif. Cette dimension collective n'est pas encore théorisée, comme elle le devrait de mon point de vue, mais elle existe, elle vit dans l'activité réelle. Alors moi j'y crois et je travaille dessus. Je vous propose pour finir de discuter un peu des erreurs qu'il ne faut, à mon avis, pas faire lorsque l'on aborde une situation de travail sous l'angle du contrat psychologique. Croire qu'on peut analyser un contrat psychologique uniquement avec ce que les gens disent. On fait un entretien, les gens racontent ce qu'ils vivent, on note des phrases, et on se dit « Ah voilà une promesse non tenue, voilà une clause du contrat, voilà ce qu'il faudrait réparer. » Sauf que non, parce qu'au travail, il y a au moins 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que la personne fait, l'activité réelle. C'est ce qui se joue dans le travail, les gestes, les choix, les arbitrages, les détours, les stratégies qu'on invente pour maintenir la qualité malgré les obstacles, les renoncements, les bricolages, les compromis. Bon, tout ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est du vécu dans le geste. C'est à ce niveau qu'on peut détecter comment vit le contrat psychologique, en faisant émerger ce que les personnes continuent à faire quand ça ne tient plus, ce qu'elles ne font plus quand la réciprocité a été abîmée, ce qu'elles inventent pour que ça tienne quand l'organisation n'est plus au rendez-vous. Et si je ne regarde pas ça, et uniquement ce qu'on me dit, je comprends rien au travail réel. Deuxième niveau, ce que la personne dit, ce que les gens verbalisent. Mais le discours n'est jamais une photographie fidèle du vécu. Il faut entendre ce que les gens disent. Il faut le considérer. Et avec eux, il faut le discuter. Il faut le discuter pour comprendre ce qui, dans leur expression, est passé par le filtre des normes du métier. Il y a des métiers où on ne se plaint pas, c'est comme ça. Ce qui est passé par le filtre des idéologies défensives, la honte, la loyauté, la peur de passer pour un faible, tout ce qui est passé au travers des biais cognitifs, du besoin de rationaliser, de l'envie de se justifier, de la colère parfois, et puis de la lassitude souvent. Donc le discours est une porte d'entrée, mais pas une vérité brute. C'est pas parce que quelqu'un me dit « on m'avait promis ci ou ça » que la promesse a réellement existé. Donc on doit toujours remettre en circulation le discours avec le travail réel et l'histoire du collectif. Puis il y a un troisième niveau, tout ce que le salarié ou la salariée nous raconte de son travail, lui fait, à lui ou à elle, objectivement. Les effets observables sur sa motivation, démotivation, sur son plaisir ou son déplaisir, sur sa douleur ou son absence de douleur, sur sa fierté ou sa honte, sur la fatigue qui s'accumule, et peut-être même sur l'épuisement. Il faut absolument articuler ces 3 niveaux. Une intervenante qui arrive dans un service et qui entend quelqu'un dire « on ne nous soutient jamais ». Si elle prend cette phrase au pied de la lettre, elle va écrire dans son rapport « il y a un problème de soutien managérial perçu par les équipes ». Ça, c'est l'analyse discours only, c'est l'analyse RH, c'est l'analyse SO 1965. Mais si elle regarde le travail réel, et si elle écoute bien le discours des salariés sur les 3 niveaux, l'intervenante verra que les collègues se soutiennent énormément, que le manager est physiquement absent parce qu'il compense 3 postes vacants, que les tâches ont été réorganisées sans moyens, que le collectif tient grâce à des régulations invisibles, que les salariés masquent les dysfonctionnements pour ne pas pénaliser les usagers. Si elle regarde les effets dans l'activité, elle voit que la qualité est en train de partir à volo, que la charge psychique explose, que les arbitrages deviennent impossibles, et donc que le travail réel est en contradiction avec le travail prescrit. Avec ce travail d'analyse, notre intervenante va comprendre que le manque de soutien n'existe pas en tant que tel, il est en réalité une brèche dans la réciprocité. Un contrat psychologique, plus ou moins collectif, est mis en tension par des injonctions contradictoires.
et que l'équipe se protège en bricolant des régulations clandestines. Ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir du tout, avec une catégorie golaque de type « je ne suis pas soutenu par ma hiérarchie ». Faire du contrat psychologique uniquement avec des phrases, c'est un contresens épistémologique. C'est revenir aux années 60, c'est produire des généralités, des banalités, et c'est dire des conneries. Le contrat psychologique n'est pas un état émotionnel. C'est une médiation entre la subjectivité et l'activité. Et tant qu'on ne regarde pas ça, eh bien on ne fait pas une analyse du contrat psychologique, on fait du bavardage RH. Voilà, c'était important pour moi de passer par le sujet des erreurs que l'on peut commettre avec la gaullicisation des esprits. On arrive au bout de cet épisode, mais je voudrais terminer sur quelque chose personnellement qui me travaille. Tout ce qu'on vient de dire sur le contrat psychologique, les promesses, les brèches, la réciprocité, la qualité empêchée, tout ça se joue dans un monde où 2 séismes sont en train de tout reconfigurer en profondeur. Moi, je pense que le contrat psychologique peut aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Le premier séisme, c'est l'intelligence artificielle. Elle arrive partout, dans l'évaluation, dans le recrutement, dans la planification, dans les décisions d'affectation, maintenant aussi dans ce qu'on appelle l'aide au management. J'ai publié sur Mastodon une petite note à propos d'un client à moi qui a mis en place un chatbot IA pour prendre en charge la détresse psychologique au travail. Oui. 3 petits points, on traitera peut-être ça dans un autre épisode. Et quand c'est une IA qui décide si tu es performant, si tu es fiable, si tu matches avec un job, comme ils disent, à qui est-ce qu'on va demander réparation quand il y a une brèche ? Qui est responsable d'une promesse implicite quand la promesse n'a pas été faite par un humain ? Que devient la réciprocité quand la contrepartie, c'est un algorithme ? Et puis il y a l'autre séisme, celui qu'on préfère éviter, dont moi je parle un peu trop, me dit-on, celui qui gronde partout, la crise écologique. Au risque de me répéter, et je me répète, on entre dans une période où travailler pour gagner sa vie peut contribuer à mettre en danger les conditions mêmes de la vie sur Terre. Le contrat psychologique, moi je le vois d'un point de vue un peu collectif, et il n'est peut-être plus seulement entre moi et mon employeur. Il est entre moi, mon métier et le monde dans lequel je vis. Je pense qu'il faut relire Bruno Latour et qu'il faudra qu'on en parle ici. Toujours est-il qu'on va devoir articuler tout ça, comprendre comment des millions de salariés demain vont renégocier intérieurement un contrat qui dépasse l'entreprise. On l'a déjà vu avec ces jeunes diplômés de l'agro qui refusent de rentrer dans des entreprises multinationales parce qu'ils ne veulent pas contribuer à la destruction du vivant après avoir fait des études autour du vivant. Et donc d'après moi, mais la discussion est ouverte, on est devant un monde où le contrat psychologique ne portera plus seulement sur la reconnaissance, l'autonomie, l'équité, la confiance, il portera aussi sur la responsabilité globale de ce que je fais, la possibilité d'un avenir vivable et tenable, la place du travail dans un monde qui se réchauffe et qui se fragilise. Et bien entendu, le rôle que les organisations voudront ou ne voudront pas jouer là-dedans. On n'a résolument pas fini de parler de tout ça. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Je vous remercie de votre patience dans une période où c'est compliqué de produire des épisodes. J'attends vos retours. Portez-vous bien et n'oubliez pas de soigner le travail, pas les gens.